Bonjour à tous, passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Loisel qui est président chez Armoring. Bonjour Frédéric, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la box du RSSI. La 8e, et oui c'est le 8e invité qu'on reçoit aujourd'hui. Et très content puisque d'habitude on recevait beaucoup de féminines et puis là on enchaîne en ce moment avec les voix masculines et ça fait plaisir, c'est bien. Alors comment ça va se passer? Je vais faire un petit rappel à tous les auditeurs. Frédéric va se présenter rapidement, ensuite il va nous parler un petit peu de son parcours, comment il est arrivé à faire de la cybersécurité en essayant bien sûr de vulgariser au maximum et puis après on posera quelques questions bien sûr autour de la cyber et puis on parlera d'un sujet qu'il souhaite mettre en avant. Et enfin, on finira par les questions qui sont traditionnelles dans le podcast. Alors, je rejoins immédiatement Frédéric. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour Fabrice, écoute, ça va extrêmement bien. En tout cas, je te remercie. Toi, tu n'as pas été désigné, tu as été invité. Donc, mais tu auras l'occasion en fin du podcast de désigner un prochain interviewé. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours, comment tu es arrivé à la cybersécurité? Fabrice, mon parcours a commencé il y a déjà 30 ans, donc j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure quand je dis ça maintenant. Mais en fait, tout de suite après le bac, je suis rentré dans la Marine nationale. Donc voilà, je suis rentré très tôt dans l'armée, à 19 ans. Et donc j'ai commencé à faire un parcours effectivement de militaire pendant 6 années. Et puis après une bonne vingtaine d'années en tant que responsable informatique dans différentes PME françaises. Et puis après j'ai été consultant. Et puis il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de lancer ma société. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai créé ma société autour de la sensibilisation et la gestion de crises d'origine cyber. D'accord, bon alors, on va le dire à tout le monde, on a un grand point commun, c'est que moi je sors de 27 ans d'armée aussi. Donc tu vois, les grands esprits se rencontrent. Enfin, je suis pas là pour étaler mon parcours, c'est plutôt le parcours de l'interviewé. Donc 30 ans de cyber, donc on va pouvoir échanger, les auditeurs vont être ravis de t'entendre. Alors qu'est-ce que tu penses toi de cette idée forte du podcast de vulgariser la cybersécurité? Tu en penses quoi de la vulgarisation? On avance dans cet objectif, il en faut encore, il n'y en a jamais assez. Comment tu te positionnes par rapport à cette vulgarisation, toi? Je pense que c'est toujours important. En fait, la partie de la sécurité et de la sûreté, on reviendra dessus, la différence entre les deux, je pense, Fabrice. Mais je pense que oui, c'est toujours important parce qu'on rentre dans un domaine d'experts. Et c'est comme disait Alix dans ton premier podcast, en fin de compte, c'est un petit peu comme la médecine. C'est-à-dire que plus ça va, plus c'est compliqué, plus il y a d'experts, plus il y a des strates, plus il y a des couches. Et donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, c'est intéressant d'avoir des gens qui reviennent en donnant soit des parallèles ou soit des choses qui sont plus compréhensibles sur ce qui est fait, quoi. Parce qu'on en souffre beaucoup, parce qu'il y a des mots qui font peur, il y a beaucoup de termes anglais, voilà, c'est toujours compliqué. Et un chef d'entreprise aujourd'hui doit gérer ça en plus de tout ce qu'il doit gérer. Et en plus, quand c'est pas accessible, c'est toujours difficile. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire au niveau de la vulgarisation. Tu nous as expliqué ton parcours tout à l'heure, qui en fait, j'ai bien compris, j'ai bien suivi. Tu avais quand même une forte partie IT, mais c'est quoi qui t'a fait basculer alors dans la cybersécurité? Juste rapidement, très jeune en fait, en 1983, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. Donc j'avais quelques années et j'ai vu un film, Wargame, qui pour moi était le film en fait révélation en disant c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Et en fin de compte, de là arrive, je fais une terminale scientifique et arrive un événement sur lequel je n'ai pas trop la maîtrise et je rentre dans la marine directement. Dans la marine, j'ai pas pu faire d'études au niveau informatique, donc j'étais détecteur, donc j'étais plutôt dans l'électronique, dans les études des ondes, des radars et dans l'électronique. J'ai essayé de bifurquer à un moment donné et j'ai pas réussi. Mais il s'est avéré que pendant ces années de marine, j'ai travaillé 4 années en sécurité et en sauvetage en mer, d'où la gestion de crise. Et en fait, j'avais été
l'opérateur qui avait été sélectionné par mon appétence et mes connaissances à faire la recette d'un système, du nouveau système informatique qui allait servir pour l'identification et le suivi des navires en mer. Et de là, j'ai commencé à travailler avec des ingénieurs en informatique. Et là, clairement, je me suis dit, il faut que je bascule, quoi. Donc, ne pouvant pas le faire dans l'armée, j'ai quitté l'armée pour aller dans le civil et me former, en fin de compte, au niveau de ça. Et Fabrice, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, hein. Avant, on parlait pas de cybersécurité, hein. On parlait déjà de mettre un système d'information qui fonctionnait. C'était la priorité, de le faire fonctionner. Après, on a mis de la sécurité, de la sûreté, et puis après, le langage est arrivé avec la cybersécurité. Eh ben, on va partager un moment à tous les auditeurs. Je suis sûr que tu as connu mon premier job en cybersécurité. Moi, c'était en fait de mettre à jour l'antivirus avec la signature sur tous les PC de la base, puisqu'en fait, c'était des PC isolés, il n'y avait pas de serveur central. Donc, il fallait que je déploie manuellement, soit sur des CD-ROM, soit sur des disquettes, la signature antivirale. Ça te parle alors, Frédéric, ça? Ah, mais ça me parle beaucoup. Très prochainement, je vais faire un post avec une photo que j'ai retrouvée quand je travaillais en 1999 sur le basculement, en fin de compte, du fameux bug de l'an 2000, où c'était sur des cartouches. J'ai retrouvé la photo ce week-end et j'ai dit, tiens, je vais en faire un post juste pour la petite blague 25 ans après. Alors aujourd'hui, tu as quand même 30 ans de cyber, on le rappelle, hein, c'est pas pour dire que tu es un dinosaure, mais c'est pas, ça veut dire que tu as de l'expérience. Et justement, on va se recentrer un petit peu sur le RSSI, même si peut-être aujourd'hui, c'est pas ton cœur de métier à part entière, hein, puisque toi, tu es dédié quand même à un certain pan de la cyber que tu vas sûrement exposer tout à l'heure. Mais je pense que tu as l'expérience pour nous dire quelles sont pour toi les responsabilités, les soft skills ou les hard skills d'un RSSI. Comment tu le vois, toi, ça? Alors effectivement, dans les différents postes que j'ai faits, j'ai toujours été responsable, plutôt dans des PME. Donc en fait, tu t'occupes aussi bien de la mise en condition opérationnelle, hein, c'est ce qu'on pourrait aujourd'hui donner la fonction à un directeur informatique qui doit mettre en place le système d'information et qu'il soit opérationnel. Mais j'avais aussi en charge la sécurité, parce qu'aujourd'hui, on pourrait donner en fin de compte un RSSI dans les organisations un peu plus un peu plus grosse en fin de compte, hein, de gérer la sécurité et la sûreté de l'information. Et donc en fait j'avais les deux rôles, ce qui était pas facile parce que quand tu as les deux rôles, bah t'es pas bon dans les deux, quoi. T'es obligé de te concentrer sur l'un ou sur l'autre. Le RSSI aujourd'hui, pour moi, il doit avoir cette fonction d'analyse et d'anticipation. C'est-à-dire que le DSI est là pour mettre en place, écouter les métiers, mettre en place un système d'information. Et le RSSI doit avoir aussi cette capacité d'analyse et d'anticipation, c'est de se dire à partir du moment où on n'est plus opérationnel, qu'est-ce que je dois faire? Et donc ça c'est intéressant de le voir. Donc j'emploierais de façon volontaire, hein, le terme en temps de paix et en temps de guerre, hein. C'est parce que en tant qu'ancien militaire, c'est important de le comprendre. En temps de paix, c'est-à-dire que quand ça fonctionne bien, quand tout va bien, et ben voilà, je dirais que on doit préparer, anticiper le temps de guerre. Et ce temps de guerre, pour le RSSI, c'est d'avoir ce sang-froid, cette gestion du stress, cette capacité en fin de compte à avoir anticipé et à mettre en place en fin de compte tous ces automatismes qu'il a vus en temps de paix. Donc ça c'est important. Et le dernier point du RSSI, pour moi, il doit être technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un RSSI qui est pas technique et qui comprend pas la technique, pour moi, je trouve que c'est compliqué. Ou alors, faut qu'il ait une équipe en dessous de lui. Ok, mais est-ce que tu es d'accord? Ça me fait rebondir, hein, bien sûr, puisque est-ce que tu es d'accord quand même que c'est pas son principal travail que d'être technicien quand même, c'est comprendre la technique pour que ce soit bien clair pour les auditeurs. Oui, je pense, tu sais, que c'est aussi en fonction de la taille d'une entreprise. Ouais. J'en parlais avec un RSSI as a service, donc il a deux sociétés, et en fait, lui, il est obligé de combiner les deux parce qu'il est tout seul. Donc, il est obligé de voir, de prévoir, mais aussi de mettre en place, donc de mettre les mains vraiment dans le cambouis. Et en fonction de la taille de l'entreprise, effectivement, c'est de se dire, ben voilà, je peux prendre toute la partie gouvernance, gestion des risques et tout ça, mais effectivement, il doit comprendre la technique. Même s'il va pas faire les règles de sécurité dans tous ces firewalls, en fait, il doit comprendre à quoi ça sert. Ok.
Un peu le mouton à 5 pattes que toutes les sociétés recherchent, hein, Ah Frédéric, hein. mais clairement, clairement. Ouais, non, mais y a pas de mystère, hein. Alors, pour faire le lien avec les autres interviews, et je trouve ça intéressant de faire ce lien avec les autres interviews, ils ont parlé de curiosité pour le RSSI. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme? Oui, je pense que c'est quelqu'un qui doit toujours être à l'affût. Tu sais, quand je disais tout à l'heure analyse, anticipation, on peut mettre la curiosité dedans. C'est-à-dire que tu dois être à l'affût, tu dois être en veille de tout ce qui se passe, notamment sur les nouvelles attaques et tout ça. Parce que typiquement, s'il y a des attaques qui se font ailleurs, automatiquement, tu es certainement une cible. Ou en tout cas, tu dois l'analyser dans ta gestion de risque. Donc oui, clairement, la curiosité est quelque chose de très important. Alors, comme tu le sais, 80% des failles, c'est dans les statistiques, hein, c'est dû à l'humain, hein. Il y a 20%, c'est d'autres, c'est des faiblesses de configuration, des vulnérabilités, des failles, et c'est 80% l'humain. Donc, moi, je m'attache à un pan important dans l'interview, c'est le pan de la sensibilisation, la formation des employés. Quelle est ton approche sur ce point de vue? En fait, mon approche, c'est qu'il faut encore continuer. Tu vois, il y a pas très longtemps, je discutais avec Jérémy Chiappa, et en fin de compte, sur un des points. C'est-à-dire que pour moi, la sensibilisation, oui, c'est juste un point. C'est un point où c'est juste pour amener une approche. Mais en fait, ça reste pas dans la tête des gens. Pour moi, ce qui est important, c'est de la formation. Aujourd'hui, on a de la cyber dans nos vies perso et dans nos vies pro. Quelle est la différence en fait entre de la sensibilisation et de la formation? Pour moi, la formation, c'est que tu apprends quelque chose, tu gagnes en compétences. La sensibilisation, c'est que voilà, je te dis, bah faut faire attention à ça parce que il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Mais en fait, souvent, ça fonctionne pas. Je le remarque, je le constate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne touche pas les gens, bah ça te parle pas. Si je te fais de la sensibilisation sur, je le fais exprès hein, de parler de choses sur un missile qui va arriver dans ton jardin. On va dire, ouais, tu sais pas ce que c'est, tu te rends pas compte. Donc quelque part, ça ne te marque pas, ça ne marque pas ton cerveau, ça ne s'ancre pas l'information. Donc 3, 4 jours, 5 jours après, tu ne t'en rappelles même plus. Sauf que si tu as déjà vécu quelque chose, comme un accident de voiture, si je vais te parler des risques d'un accident de voiture, là, ça va s'accrocher à ce que tu as déjà vécu. Donc, à partir du moment où ça réveille quelque chose en toi, ça va s'ancrer beaucoup plus. Donc, pour moi, la sensibilisation, elle n'a d'intérêt qu'à partir du moment où tu fais des cas concrets. Quand tu essayes de parler à tout le monde, tu parles à personne. C'est assez difficile. J'espère que j'arrive à être assez clair. Oui, Pour moi, c'est clair, Frédéric. En fait, tu es en train de dire comme les autres interviewés, et je suis content puisqu'on va tous dans le même sens, en fait, quelque part. En fait, tu tisses un lien avec la sphère privée. ouais, Ouais. tout à fait. Et surtout la sensation, tu vois. Mm. Pour moi, on ne devrait plus parler de sensibilisation. Toi, c'était une des questions sur lesquelles on voulait aller peut-être un peu plus tard, mais on va y aller tout de suite. Pour moi, tu vois, quelque chose que je voudrais arrêter dans la cyber, c'est la sensibilisation. Pour moi, elle a quasiment pas d'intérêt parce que, pour moi, on doit former les gens. On n'est plus sur quelque chose qui, on va être confronté peut-être à un incendie. Non, non, non. La cyber, maintenant, c'est tout le temps. Vie pro, vie perso. On n'est pas là pour faire de la sensibilisation, on est là pour faire de la formation. Et je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme à avoir quand on fait ça. On devrait avoir maintenant des certifications de formation quand tu rentres dans une entreprise. Ouais, ben moi, C'est un parti pris, hein. Ouais, mais enfin après, tu prêches un convaincu, on est dans le métier, donc moi je suis convaincu de ça, et moi je fais toujours le parallèle avec la sécurité routière, je le dis à chaque fois, elle est à l'école, elle est au collège, elle est au lycée, donc toi tu serais d'accord pour mettre la cybersécurité dès le plus jeune âge? Oui, et je dirais même, tu vois, la cybersureté, et qu'on parle plus de Ouais. sécurité. Et tu vois, enfin, je pense que c'est aussi un point important, c'est du vocabulaire, hein. Ça Mm. parle pas forcément aux gens, mais c'est hyper important. Tu vois, la sécurité, on est vraiment sur quelque chose qui désigne des moyens humains, techniques, organisationnels, sur quelque chose qui est à caractère accidentel. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme une catastrophe naturelle, un accident industriel, une fuite d'eau, un incendie, tu vois, d'origine électrique. Ça, c'est de la sécurité. La sûreté, on est vraiment sur des actes de malveillance. C'est-à-dire, on a vraiment quelqu'un qui est en face, qui nous veut du mal, qui veut nuire à une organisation. Donc, avec un vol, un attentat, un incendie volontaire, une cyberattaque. Donc, tu vois, pour moi, on ne devrait plus parler de sécurité, on devrait parler de sûreté. Et ça, c'est important. Il y a une vraie différence.
Et tu as bien fait de le dire dans le podcast aujourd'hui, c'était important, on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant, la sûreté, la sécurité. Et donc toi, tu as la fibre sur ça, puisque en venant du monde militaire, on l'a très souvent entendu, ces deux distinctions. Et c'est important de le préciser à tous les auditeurs. Et c'est vrai que dans le monde du privé, on fait un peu moins la différence. Ouais. Et Alors, d'ailleurs, tu oui, vois, excuse-moi je t'en prie, je t'en de te prie. reprendre, mais tu vois, pour moi, il y a encore un point. Alors, c'est pas de l'Agence nationale de la sécurité du système, enfin des systèmes d'information, l'ANSI. Pour moi, typiquement, l'ANSI, ça devrait être l'Agence nationale de la sécurité et la sûreté de l'information. Et tu vois, pour moi, en tant qu'ancien militaire, ou pour toi, je pense que ça fait beaucoup plus de sens, en fait, pour nous. Ça veut dire qu'on traite aussi bien des accidents que de la malveillance. Et non pas du système d'info, parce que quand on parle de système d'info, on a toujours en tête l'informatique. Or, non, on parlerait de l'information. Et l'information, c'est pas que des choses numériques. Il y a aussi des choses papier, puis il y a aussi ce qu'on dit. Tu vois. Surtout qu'on parle de défense en profondeur. Et la défense en profondeur, elle part de l'entrée du bâtiment. Et ben C'est pas voilà. informatique. Voilà. Alors c'est pas moi qui veut renommer l'ANSI, hein, mais je trouve que effectivement ça aurait plus de sens pour des gens qui maîtrisent. Alors, ça parle peut-être plus à des militaires, j'avoue. Non, je pense que c'est bien. Tu emploies la langue française et on n'emploie pas tous ces mots en cyber. Et je trouve que c'est bien. Tu parles de sûreté. Ça va avec la vulgarisation qu'on veut dans le podcast. Donc moi, je suis satisfait et les auditeurs vont être satisfaits. Aujourd'hui, Frédéric, alors, quel truc cyber, quel thème, quel sujet, quel conseil ou quelle lecture, quelle idée tu souhaites nous partager à tous? Bah, Fabrice, si tu me demandes, j'ai une sensibilité forte sur la gestion de crise. Ah tiens, Euh, comme par hasard, je suis sûr. non, mais sur mes 6 ans de marine nationale, j'ai fait 5 ans de gestion de crise. J'ai fait 1 an sur un site secret défense où on faisait de la gestion de crise H24 et 4 ans en sécurité et sauvetage en mer. Donc, là, à partir du moment avec des vies en jeu en plus. Donc, pour moi, ça m'intéresse. J'ai vécu 5 ans en centre opérationnel à vivre ça. Donc, c'est sûr que une fois que j'ai fait en tant que responsable informatique, ben, ça m'a toujours manqué en fait cette préparation, cette anticipation dans toutes les structures dans lesquelles j'y suis allé. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je crée ma société pour pouvoir lier les deux en fin de compte. Mon expérience de gestion de crise, qui n'était pas que cyber hein, d'ailleurs, de gestion de crise au sens large, et puis en fin de compte la partie informatique, et de se dire voilà comment je peux aider les gens à mettre en place en fait une stratégie qui mêle les deux dans les sociétés. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les grands axes d'une crise cyber? Alors, est-ce que c'est pas une question piège, hein, tu dois maîtriser et tu dois pouvoir nous vulgariser ça. Fais-nous une démonstration, Frédéric, de la gestion de crise en quelques mots. En fait, ce qui est important et de se rendre compte, c'est que lorsqu'on a une crise qui arrive comme ça d'origine cyber, alors le point d'entrée, hein, que ça soit du DDoS, un ransomware, peu importe. En fin de compte, il va y avoir un arrêt souvent de la production. Et ça, c'est brutal. C'est comme un accident de voiture. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un choc et on est dans un état de sidération. Et cet état de sidération, plus il est long, plus c'est compliqué. Alors que si on s'entraîne, en fin de compte, à avoir des procédures, à entraîner ses équipes, à se dire déjà qu'est-ce qu'une cellule de crise, qui est-ce que je mets dedans, quelles sont les compétences à avoir, quelles sont mes procédures à sortir, quelle est ma communication à préparer. Si tu anticipes en fait tout ça avant, bah, cet état de sidération, il va se réduire. Mais il se réduit des fois d'une journée à quelques minutes. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est au début que tout se joue. C'est le démarrage de ta cellule de crise. C'est ça qui est le plus important et de se dire comment je coordonne. Et d'un point de vue des salariés, de voir qu'en fin de compte, la société a prévu, a anticipé, s'est posé les questions sur la continuité d'activité et s'organise très rapidement, bah, c'est un gage de qualité, quoi. Alors que quand on arrive dans une entreprise qui a subi une cyberattaque et d'un seul coup, tout est à l'arrêt, tout le monde pose des questions, et qu'on est toujours en état de sidération, bah, je sais pas quoi faire, mes clients, est-ce que je les préviens, est-ce que je les préviens pas, comment j'organise mes équipes, comment je peux continuer mon activité, mais ça va durer combien de temps? Enfin, voilà, c'est un brouhaha en fin de compte et qui est impossible dans l'armée.
C'est-à-dire que l'armée est prévue pour s'entraîner en temps de paix et d'agir en temps de guerre, quoi. Et vraiment, c'est pour ça que je voulais utiliser ce parallèle. Une cyberattaque, on est en temps de guerre. C'est-à-dire que, voilà, on ne doit quasiment pas réfléchir ou très peu. On doit mettre en place une stratégie qui permette de continuer son activité et de reprendre le plus rapidement possible. Eh bien, merci Frédéric. J'étais sûr du contenu. On pourra en parler. Tu pourras en parler toute l'après-midi puisque c'est ton cœur de métier. On l'entend, on le sent, ça vibre. Donc moi, ce que je conseille aux auditeurs, c'est d'aller bien sûr sur le site de chrisbox.com. C'est bien ça? Je me trompe pas? Ouais, c'est bien ça. Je te remercie. Ouais. Voilà, mais non, mais c'est normal, on sent le passionné et moi si j'étais auditeur, je voudrais en savoir plus, donc j'y suis déjà allé. Tu n'as pas fait que ça non plus, tu as fait une autre plateforme, tu peux en parler un petit peu, profitons-en quand même. Oui, Du j'ai créé une partage, plateforme. donc c'est du partage, donc on est là pour Ouais, ça aussi. c'est du partage. En fait, je me suis dit ça peut être intéressant d'échanger en fait avec des professionnels du secteur de la gestion de crise. Et en fait, j'ai créé voilà une plateforme qui est communautaire, qui s'appelle community.chrisbox.com. Et en fin de compte, le but est d'échanger sur tout ce qui est sensibilisation, gestion de crise, de faire des interviews aussi. Il y a deux, trois là qui arrivent, là, dont un qui est vraiment incroyable. Et le but, c'est vraiment le partage. Voilà, moi, j'ai toujours été dans ce mode-là, que ça soit dans l'armée ou quand j'étais pendant 7 ans chez un bailleur social. On est dans le partage. Donc, moi, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent parler de gestion de crise, comment ils font les exercices, c'est toujours intéressant. Je vois pas vraiment de concurrence, je vois plutôt un apport de compétences où chacun, en fin de compte, peut apprendre de l'autre exactement ce que tu fais dans ton podcast, Fabrice. Je te confirme, j'en apprends à chaque interview, moi. Donc, malgré mes 30 ans de cybersécurité comme toi, j'en apprends tous les jours et c'est enrichissant. C'est pour ça que j'ai fait ça, je m'éclate. Et tu as dit le mot essentiel, le partage. Et je Eh crois que oui. c'est vraiment en cybersécurité, à l'heure de la technologie, de l'interconnectivité, de l'IA, on est tous dépassés par tout ça. Ça va super vite. Donc, si on partage pas, moi, je pense que je vais employer un bon terme, on va au carton. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut un peu, et ceux qui ne partagent pas se trompent. Et moi, je suis convaincu, comme toi, de partager qu'on va avancer. Alors, il nous reste deux questions, Frédéric, dont je vais te demander d'être bref, et je sais que tu vas y arriver puisque tu es un ancien militaire. Donc, que penses-tu des femmes dans la cyber, et que pourrait-on faire pour accélérer, puisqu'on n'est pas dupe, on voit bien qu'il en manque, il n'y en a pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement qu'il y ait un peu plus de femmes? Et, et, et Et c'est pas ben, une question piège. Et c'est pas une ouais, question non, piège. c'est pas une question piège. En fin de compte, je te partage quelque chose, c'est que dans la marine, j'ai quasiment toujours eu des femmes, et en fait, c'était le début de la féminisation. J'ai pratiquement toujours eu des femmes en tant que chef. En, dans le civil, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir un homme en tant que chef. Et très sincèrement, j'ai toujours préféré avoir des femmes en tant que directrice parce que il y avait un certain recul, une certaine analyse qui pour moi qui était très importante. Donc je ne peux que recommander à des femmes en fin de compte de prendre des postes de direction et de venir en fin de compte dans ces univers qui peuvent paraître très masculins, comme dans l'armée d'ailleurs, parce que ça apporte énormément en échange d'idées et de compétences. Je suis d'accord avec toi, ça fait du bien, ça donne un bol d'oxygène d'avoir un peu de femmes, et voilà. Alors sur la partie cybersécurité, notre cœur de métier, je sais que tu es passionné, mais il y a bien une chose que tu détestes, et il y a toujours des choses critiquables dans nos métiers, donc il faut être un peu courageux, et tu vas l'être. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, et que je te donne une baguette magique et on peut le changer ça? Qu'est-ce que tu dirais que tu n'apprécies pas aujourd'hui dans le milieu de la cybersécurité? Alors, Ou le ouais, moins, ou le moins, ou le moins. ouais, ou le moins. Je dirais qu'effectivement, il y a certaines personnes qui des fois se mettent un peu en avant avec, voilà, pas forcément énormément d'expérience. Voilà, alors c'est peut-être des anciens clichés que j'ai, mais effectivement, je trouve que il y a un moment donné, il faut un peu d'expérience pour parler de choses, quoi. Et tant qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis pendant des années, pour moi, j'ai du Mhm. mal à faire confiance à certains experts. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas, je te pose vite fait une question là, parce que c'est un premier avis que j'ai, est-ce que c'est pas le business qui amène ça?
Oui, c'est sûr, il y a une opportunité. Hein, Mm. d'un seul coup, on parle de cybersécurité, donc il y a des budgets, il y a Ouais, énormément de choses qui ouais. arrivent, donc faut se mettre en avant et tout ça. J'en veux pas, j'en veux pas au système. Hein. C'est comme ça. Bon, moi personnellement, en tant qu'ancien RSI, DSI, voilà, j'avais cette écoute particulière et notamment quand quelqu'un venait me faire une présentation commerciale, bah s'il n'y avait pas une petite couche technique, j'avais du mal à l'écouter, quoi. Eh ben, je te remercie pour ta franchise, en tout cas, c'est bien, t'as raison d'être franc, c'est super. Dernière question avant de te laisser le mot de la fin, Frédéric. Est-ce que tu as pensé à me désigner un spécialiste, un passionné de cyber ou de SSI, comme on disait avant, hein, ce mot disparaît maintenant, mais bon, c'est la cyber qui l'a emporté maintenant, qui pourrait jouer le jeu de l'interview dans le podcast de la boxe du RSSI? Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui serait vraiment très intéressant d'interviewer. Il s'appelle Stéphane Revol. Alors, je ne sais pas s'il va accepter, parce que je ne sais pas Il est il aime obligé, tu l'as vraiment désigné. Il est obligé, tu je l'as sais pas s'il désigné. aime se mettre en avant, mais en tout cas, je ferai tout pour qu'il vienne dans ton Non. podcast. On est entre nous, on est une petite communauté sur le podcast là. Donc, Voilà. même si ça marche de plus en plus, et je remercie tous les auditeurs, il y a pas mal d'écoute, mais on reste entre nous. Donc, au contraire, je pense que c'est un joli challenge à relever le podcast. C'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, puisque tu viens de le relever? Oui, mais j'adore le partage. Hein. Donc, quand tu m'as Voilà. proposé Fabrice, voilà, je me suis dit voilà, c'est une belle opportunité d'échanger, d'échanger tous les deux. Et puis, Ouais. écoute, si ça peut, aider d'autres personnes, et ben voilà, c'est génial. Eh ben, c'est vrai, Frédéric, qu'on s'était vu en coup de vent sur une crise cyber Oui, pour une école à Lyon, rapidement, tu vois. Moi, j'ai souvenir. C'est cool, on a concrétisé par un podcast aujourd'hui, donc on se connaît un peu mieux tous les deux, et tant mieux, c'est aussi un objectif, hein. Donc, je te remercie. J'ai apprécié ce moment et je suis sûr que les auditeurs vont s'éclater à écouter ton interview. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé, c'est à toi et c'est maintenant, Frédéric. je resterai sur le mot partage. N'hésitez pas à partager avec tout le monde. En fin de compte, c'est hyper important. Ce partage aujourd'hui, si on ne l'a pas, c'est compliqué. Pour moi, il y a que le partage qui compte. Un grand merci à Frédéric d'avoir accepté l'invitation pour cette interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite un bon épanouissement et une belle réussite dans tout ce qu'il entreprendra dans la cybersécurité. Je n'oublie pas le prochain invité qu'il a désigné pour une interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.